Ça faisait quelques mois que je réfléchissais à me faire une petite installation autonome à partir de la batterie du treuil de chargement. Et il y a 3 semaines, l'entreprise EcoFlow m'a contacté en me proposant de m'envoyer gratuitement un de leurs appareils, de le tester et d'en faire mon retour d'expérience en vidéo. Vous trouverez en description un lien pour découvrir la gamme des produits EcoFlow. Ce sont des liens qui vous permettent d'avoir un code promotion de 5%. Ce lien est valable 1 mois à partir de la sortie de cette vidéo. Et c'est un lien affilié, ce qui me permettra de réinvestir pour les prochaines vidéos. Comme pour toute bonne présentation de produit, je vais commencer par un déballage, ça va être assez rapide. Donc quand je l'ai déballé, il y a un truc qui m'a plu, c'est la qualité de l'emballage. Alors un emballage simple, mais avec des bonnes mousses. Et l'appareil est vraiment entouré d'air, il n'y a vraiment pas de risque, même s'il y avait des petits chocs. Bon, ça le fait bien. Ah, il est bien dans son plastique. C'est un beau bébé de 22 kg, vraiment un bel appareil. Dans le carton, alors c'est assez simple, il y a l'EcoFlow Delta Max. Alors je précise, ici c'est un Delta Max 2000, il y a le 1600 qui est un petit peu moins puissant et qui a un tout petit peu moins de capacité. Dans les éléments qui sont fournis, la petite boîte avec bien entendu la notice. Alors elle paraît épaisse, mais c'est parce qu'il y a plusieurs langues et franchement prenez le temps de la lire. Comme on dit, une fois qu'on a tout essayé, on lit la notice. La petite boîte contient également tous les fils et tous les câbles qui permettent d'effectuer les différentes formes de recharge. On verra ça tout au long de la vidéo. Le premier câble que vous aurez besoin, en tout cas que moi j'ai prévu d'utiliser, c'est le câble de rechargement sur le réseau. Alors nous ici on est en site isolé, donc ça sera sur notre autonomie qui va recharger cette batterie là. Il est fourni avec le câble pour directement recharger sur la prise allume-cigare du véhicule. Et il est également fourni avec le câble qui permet de le recharger avec des modules photovoltaïques. Et il y a un dernier petit câble, je ne sais pas quoi il sert malgré que j'ai lu la notice. Sur la face avant de l'appareil, le bouton de mise en service qui permet d'avoir un allumage global. Et ensuite chaque zone a son propre interrupteur. En premier, la zone des prises USB, en USB normal, en USB 3 pour une charge plus rapide et en USB-C pour ceux qui ont un smartphone un petit peu plus moderne. Au-dessus, il y a l'écran qu'on verra fonctionner tout à l'heure quand je mettrai l'appareil en charge. Et ici, un bouton IoT Reset qui a aussi une fonction pour mettre en marche le Wi-Fi de l'appareil de manière à pouvoir le contrôler ou vérifier son fonctionnement avec une application. À l'arrière de l'appareil, il y a 3 zones. Tout en bas, c'est la zone charge en 12 volts à partir d'une prise allume-cigare. Alors moi, j'ai certains appareils pour charger les batteries de la GoPro, par exemple. C'est un fonctionnement avec allume-cigare, donc c'est directement en 12 volts. Il y a son propre petit bouton de mise en service quand l'appareil est en marche globalement. Au-dessus, 4 prises 240 volts. Là aussi, il y a un petit bouton qui sert à mettre en marche cette zone-là spécifiquement. La puissance totale en instantané de l'appareil, c'est 2400 watts sur une seule prise, ou alors 1200 watts par prise si vous en utilisez 2, et sinon 600 watts par prise si vous utilisez les 4 en même temps. Il a une puissance de pointe de 4600 watts si mes souvenirs sont exacts. Et en haut de la face arrière, il y a la dernière zone, celle où on fait les entrées de courant pour recharger l'appareil. Ici, une prise pour recharger à partir des modules photovoltaïques ou de la prise allume-cigare de votre véhicule. Ici, un petit bouton qui permet de choisir de faire une charge rapide ou une charge lente. Je vous montrerai le fonctionnement tout à l'heure. Ici, l'entrée AC 240 volts, alors soit à partir du réseau, soit à partir du réseau de votre maison autonome. Et ici, le disjoncteur au cas où vous auriez une surcharge de fonctionnement sur l'appareil. Et ici, 2 dernières prises, ça permet de passer le Delta Max qui fait d'origine 2 kWh en stockage à 4 voire 6 kWh. Maintenant que nous avons découvert l'appareil et les petits éléments qui l'accompagnent pour son bon fonctionnement, il faut effectuer la première charge des batteries avant de pouvoir se servir de l'appareil. Les batteries, comme tout élément électronique, sont sensibles à la chaleur. C'est pourquoi je vous conseille, dans la mesure de possible, de toujours effectuer des charges lentes. Par défaut, la charge lente est programmée sur 400 watts. Moi, je l'ai laissé sur cette valeur au moins pour la première charge. Et je pense que c'est un bon compromis entre vitesse de charge qu'on a besoin sur un usage quotidien et malgré tout un respect de ne pas charger trop rapidement les batteries. Bien évidemment, si de temps en temps vous avez une urgence, vous avez besoin de partir rapidement et que vous aviez oublié de faire une charge de votre appareil, vous pouvez le remettre sur charge rapide. Là, il chargera à 2000 watts, ce qui équivaut à peu près à 1 heure, 1 heure et demie pour une recharge complète de la batterie. Mais dans le quotidien, laissez la charge lente, il me semble que ça permettra une durée de vie plus longue de votre appareil.
Pour cette première charge, j'ai branché le Deltamax sur un compteur d'énergie sur prise. Ça permettra de vérifier la consommation instantanée, la puissance absorbée, la quantité d'énergie qui va réellement être injectée dans l'appareil et également de vérifier le temps de charge parce que le compteur chronomètre ce temps de charge. Dès que j'ai branché l'appareil pour la mise en charge, il n'y avait pas besoin de l'allumer, il s'est automatiquement allumé pour gérer sa charge. Et donc l'écran nous indique le nombre d'heures de recharge prévues, donc avec 400 watts, il prévoit 4 heures de rechargement. Pour l'instant, la batterie est à 30%. Et la puissance indiquée en entrée est de 385 watts. Moi, le compteur d'énergie indiquant 397 watts. Donc on est à peu près dans les clous en considérant les erreurs, les tolérances des composants électroniques. La place du Deltamax est prête dans le camion, mais avant d'y brancher mon outillage, je vais lui faire passer quelques tests électriques. Le premier test, c'est la qualité du courant de sortie avec un oscilloscope et une sonde différentielle. Pour le réseau, cette forme est liée au mouvement rotatif des générateurs et l'idée des onduleurs autonomes est de reproduire le mieux possible cette forme. Par exemple, pour les appareils avec transformateur, si le signal est trop carré ou triangulaire, il y aura une vibration anormale. Donc en premier, il faut allumer la zone des prises. Même si l'appareil est allumé, il faut quand même activer chaque partie. Donc là, la sinus est très correcte. Alors on voit un petit pic là, je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors je ne sais pas si en gros plan on le verra. Cela dit, comme je disais tout à l'heure, la sinus sur les générateurs, enfin sur le réseau, est liée au fait que ça tourne dans un générateur et du coup ça passe de manière fluide d'un sens à l'autre. Là, les onduleurs doivent reproduire ce mouvement mécanique, mais de manière électronique. Donc peut-être qu'au passage, à chaque fois d'un sens à l'autre, les composants ont un petit temps d'arrêt. La première charge que je vais brancher, ça va être un petit truc assez simple. C'est un fer à souder que j'utilise régulièrement pour rallonger les fils de sonde notamment. Alors je crois qu'il fait 40 watts ou 50 watts. Donc là, ça ne fait pas franchement varier la sinus. Donc pour l'instant, ça va. En deuxième, je vais brancher un appareil que j'utilise très souvent. C'est le chargeur des outils électroportatifs. Alors j'éloigne volontairement les appareils parce que il faut être clair, mon oscilloscope, c'est un début de gamme. Je voudrais pas qu'il y ait des parasites qui puisse influencer sur la captation. Donc là, il y a un petit écrêtage, donc il y a une petite bosse, enfin un petit creux qui se fait sur la sinus. Bon, la sinus reste sinusoïdale. En comparaison des onduleurs vraiment bas de gamme, le signal il est carrément carré ou en escalier, ou pire, c'est le signal triangulaire. Donc là, effectivement, la sinus bouger un petit peu, mais ça me semble pas dérangeant plus que ça. Et là, on a une consommation de 216 watts pour pouvoir charger. Alors là, c'est la version chargeur rapide. Alors maintenant, un appareil que j'utilise de moins en moins sur les chantiers, mais qui me semble assez représentatif de l'outillage qu'on peut avoir quand on est artisan. C'est une scie sauteuse, mais je pense que le résultat serait le même avec des scies sabres ou d'autres machines. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une petite variation. Je sais pas, la sinus reste propre. Enfin, la sinus reste sinusoïdale, c'est ça que je veux dire. Par contre, c'est vrai qu'il y a une petite variation, des petites pointes qui se créent. Je sais pas, si vous êtes plus spécialiste des oscilloscopes, peut-être que c'est lié à mon appareil. Donc, la scie sauteuse, c'était 500 watts à peu près. Et ça fait 810 watts. Donc volontairement, j'utilise une machine qui n'a pas de variateur, parce que la scie sauteuse a une variation de puissance. Là, c'est une machine assez premier prix et qui, quand elle démarre, elle met un bon coup. Donc là, au moment où ça s'est mis en marche, il y a une déformation de la sinus. Très rapidement, l'onduleur compense et la sinus reprend sa forme. Et j'ai remarqué qu'il y avait
beaucoup moins ces petits écrétages. Le dernier appareil que je vais utiliser pour faire ce test électrique, c'est mon aspirateur de chantier. Donc c'est un petit appareil, mais il fait quand même 1200 watts. Mais bon, on est quand même en deçà des capacités maximum du Deltamax 2000 parce qu'il peut avoir une puissance nominale de 2600 watts et je crois plus de 4000 watts en pointe pendant quelques secondes. Hein, donc là, on va voir ce que ça fait avec 1200 watts au démarrage. Wow. Ouais, ça fait bien. Bon, ça va mieux. Là, le test pour l'aspirateur montre que la pointe de démarrage déforme la sinus. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être c'est lié à mon appareil, ça je ne suis pas sûr. Par contre, la sinus se maintient beaucoup mieux qu'avec les petits appareils qui sont peut-être un petit peu moins blindés ou un petit peu moins qualitatifs. Il y a aussi un paramètre qu'il faut prendre en compte par rapport aux onduleurs de ce genre-là. Alors que ce soit EcoFlow ou d'autres marques, c'est pareil. Hein. Quand vous êtes branché sur le réseau, vous avez à votre disposition une puissance infinie. Certes, vous avez une limitation par rapport à votre abonnement, mais dans la seconde où vous mettez en marche un moteur, la puissance qui peut venir est infinie puisqu'il y a est potentiellement infinie puisqu'il y a vraiment beaucoup d'énergie qui est derrière et toutes les centrales hydrauliques, éoliennes et nucléaires en France. Alors que pour un appareil donné, il a une puissance max et du coup forcément au moment où on met en marche, il a un gros appel de courant. Forcément, il y a un impact sur le fonctionnement, c'est normal. C'est aussi pour ça que par rapport à votre choix de puissance, puisque notamment EcoFlow, il y a une gamme assez large, il faut vraiment prendre en compte une marge de manœuvre entre les appareils que vous comptez brancher et la puissance nominale de l'appareil. Le second test, c'est la vérification de la prise de terre. Alors oui, je sais, il n'y a pas de prise de terre sur cet appareil, c'est juste pour être sûr. Alors comme je m'y attendais pour un appareil mobile, le neutre n'est pas connecté à la prise de terre et c'est normal. Tout comme les groupes électrogènes de chantier, ils fonctionnent avec un neutre en régime flottant. Ces groupes alimentent la plupart du temps des appareils électroportatifs ou de l'éclairage à double isolation qui sont reconnaissables avec ce sigle. Et d'ailleurs aussi, on le voit puisqu'il n'y a pas de prise de terre sur la fiche pour les brancher. Il existe évidemment des groupes électrogènes avec le neutre branché à la prise de terre. Ils sont reconnaissables car ils sont équipés d'un disjoncteur différentiel. Ces groupes sont faits pour un usage fixe et pour que le différentiel fonctionne correctement, il faut que la carcasse du groupe soit reliée à un piquet de terre et au réseau de terre général. Je vous avais fait une vidéo spécifique, je vous mets le lien en fiche. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces petits appareils sont connectés ainsi. Est-ce grave ou dangereux? Non, bien sûr, tant que le bon sens prime. Il est évident qu'il ne faut pas mettre vos doigts sur les deux bornes des prises. Petit rappel à propos du danger de l'électricité. C'est dangereux si le courant peut circuler au travers du corps humain, entre les deux phases. Pour exemple, si vous touchez les deux bornes avec juste les deux doigts d'une main, le courant va circuler uniquement dans votre main, vous aurez droit à une belle brûlure. Si vous touchez les deux mêmes bornes avec un doigt de chaque main, là le courant peut passer par votre cœur et c'est rendez-vous au paradis des électriciens. En vrai, un tel accident me semble impossible compte tenu de l'enveloppe de l'appareil. Il n'y a aucun élément métallique qui ressort de l'appareil, on ne voit aucune vis. Ça c'est le souci du démontage, mais on va dire que d'un point de vue de la sécurité c'est très bien. Et les prises qui sont à l'arrière, ce sont des prises de sécurité. Donc honnêtement, ça me semble improbable qu'il y ait un tel accident. La prise de terre et le différentiel sont utiles uniquement s'ils sont ensemble et pour des appareils qui ne sont pas en double isolation comme les machines à laver ou toutes les machines qui ont une carcasse métallique. Il m'a semblé important de prendre un peu de temps sur l'aspect sécurité électrique, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je vous ai mis quelques liens en description pour approfondir le sujet. Pour moi, tout est OK, il est bon pour le service. Pour cet appareil qui me permet d'avoir du 240 volts dans le camion, l'idée c'est d'avoir un système qui soit permanent. Je veux pas un système volant, donc je lui ai fait un petit support qui est fixé directement dans le plancher métallique du camion. J'ai mis une sangle dessus, donc une sangle à cliquer. Comme ça, je suis sûr qu'il bougera pas. Moi, je vais régulièrement sur des pistes ou des endroits où c'est un peu chaotique, donc c'est important qu'il ne puisse pas bouger. Au niveau du poids, alors comme je disais au début de vidéo, 22 kg, c'est pas mal. Ça fait aussi un peu les haltères pour la musculation le matin. Pour ma part, c'est de l'avoir à poste fixe dans le camion, hormis pour des usages spécifiques, par exemple sur un chantier que j'ai fait pas très loin où je pouvais pas aller avec mon camion. L'idée c'est de le prendre, de le mettre
mettre dans la voiture et puis de pouvoir aller travailler de la même manière que d'habitude. Donc comme vous pouvez le voir, la mise en service est vraiment très simple. Et pour ma part, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire sur les chantiers, c'est toujours écouter de la musique. Sauf que écouter de la musique, ça a un coût énergétique qui n'est pas négligeable pour nos smartphones. Et c'est vrai que des fois je me balade avec une petite batterie, mais bon, elle dure même pas la journée. L'idée, c'est de brancher mes appareils de manière très facile. Ils sont posés, j'ai ma musique. Et comme je vous le montrais tout à l'heure, pour activer la partie USB, il faut mettre en service la partie USB de manière indépendante. Automatiquement, l'appareil nous indique la charge des batteries dans l'état actuel, le nombre d'heures de fonctionnement avec la consommation que l'on a en instantané. Alors là, évidemment, j'ai pas grand-chose. J'aurai l'occasion de faire des tests avec des machines un petit peu plus consommatrices. L'idée, c'est d'avoir une tranquillité d'esprit sur le fonctionnement et entre autres de pouvoir utiliser des outils que j'ai en filaire et que je n'ai pas en sans fil. Au niveau de l'esthétique, alors ça peut paraître bête, mais même dans les outils professionnels, il y a des gens qui travaillent sur l'esthétique. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup la prise en main, la prise facile vraiment pour le porter. Il est design, il est rond. Là en plus, c'est bon, c'était pas, je pense pas qu'ils l'ont conçu en pensant à moi, mais l'idée c'est l'endroit où il est. Moi quand je monte dans mon camion, alors mon entrée principale c'est la porte latérale. Bon, mais c'est vrai que visuellement le fait qu'il soit avec des formes arrondies, pour ma part je trouve ça beaucoup plus agréable que si c'était un espèce de cube. Voilà, là au moins je passe de manière un petit peu plus tranquille. Au niveau du design, il y a un truc que j'aime bien aussi, là pour un usage un petit peu plus mobile, c'est le dessous. Ça paraît bête, mais le dessous, il est avec des espèces de caoutchouc qui sont pas glissants, qui ont un pied qui va pouvoir se poser sans être en déséquilibre. Le fond n'est pas plat. C'est vraiment bien par rapport à un usage. Alors moi, je l'ai calé dans un élément de structure spécifique. Ça fait confiance, quoi. Il est un petit peu sur amortisseur et je trouve que pour un usage mobile, c'est d'autant plus intéressant. Au niveau de la garantie constructeur, donc c'est une garantie de 2 ans. Quand vous recevez l'appareil, que vous ouvrez le colis, à l'intérieur de la petite boîte noire, il y a une fiche avec un QR code. Vous le scannez avec votre smartphone ou vous pouvez y aller en copiant le lien avec votre ordinateur. Ça vous ouvre une page où vous pouvez enregistrer les données de l'appareil, le modèle, le numéro de série, la date d'achat et tout ça. Et ça vous déclenche le début de la garantie. Si l'appareil tombe en panne dans les 2 ans de garantie, pour le moment, il faut simplement contacter EcoFlow. Et de ce que j'en ai compris, ils sont en train de mettre en place des services techniques par région dans lesquels ils vendent les appareils. Un dernier point sur lequel je serai attentif en termes de réparabilité, c'est le changement de la batterie quand celle-ci sera foutue. Point de vue de l'électronique, si on en prend soin, qu'on ne le met pas dans des mauvaises conditions, l'électronique doit pouvoir fonctionner pendant au moins 10 à 15 ans. Sauf que la batterie, si vous faites 1, 2, 3 cycles par semaine, ça ne sera pas sa durée de vie. Donc à voir comment on pourra changer. Donc j'ai posé la question à EcoFlow et ils m'ont répondu que pour l'instant, il n'y avait pas de solution prête à l'emploi du changement des batteries, mais que c'était à l'étude et qu'ils commençaient à réfléchir à cette solution pour cette année. Un chantier sans café, c'est un peu comme une installation autonome sans batterie. Ah, il est bon, hein. Il est meilleur. On a vu au début de la vidéo qu'on pouvait recharger la batterie du Delta Max avec le réseau ou sa propre installation autonome domestique. Et bien pour ceux qui sont nomades en permanence ou qui sont souvent sur les chantiers, vous pouvez aussi recharger la batterie à partir du 12 volts de votre véhicule via une prise allume-cigare. Cela permet d'arriver sur vos chantiers ou sur vos lieux de week-end avec toujours la batterie à 100% opérationnelle. Bien sûr, cette solution est valable que vous ayez mis le Delta Max de manière fixe dans votre véhicule ou non, juste parce que vous en servez uniquement le week-end. Et le cordon qui est fourni avec l'appareil, qui sert à le recharger via le 12 volts, peut aussi vous servir dans l'autre sens. En fait, il y a la prise allume-cigare sur l'appareil, vous la branchez, ça vous donne une source de tension 12 volts stabilisée. Moi, je m'en suis servi pour valider la polarité des éclairages du camion avant de les brancher à mon tableau électrique permanent. J'arrive sur mon chantier, je mets le camion à sa place. J'ouvre la porte latérale. Je mets en marche le Delta Max et j'ai l'électricité toute la journée
pour recharger mes caméras, mon smartphone, mon enceinte Bluetooth pour la musique. En activant les prises arrière 240 volts, j'ai toute la journée de quoi recharger les batteries de mes outillages électroportatifs. Je vous ferai faire une visite plus complète du camion dans quelques temps. Il me reste encore quelques éléments à finir, mais je vous montre quand même rapidement le petit réseau de 240 volts que je me suis installé. Donc à la base du Deltamax à l'arrière, j'ai branché deux prises qui partent sur des câbles en 3G 2.5. J'ai conservé pour l'instant deux prises disponibles, mais après ça sera plus le cas. Ici à la place de la tablette, il y aura deux prises de bureau qui serviront pour brancher un ordinateur. Enfin, voilà, je vous montrerai 2-3 exemples. J'ai installé un appareil, donc j'ai un compresseur d'air dans le camion, j'en reparlerai tout à l'heure. Et j'ai installé une prise dédiée pour lui. Comme ça permet de ne pas prendre de place et il est branché en permanence. Et à l'arrière du camion, ça j'y tenais aussi, parce que c'est une façon dont je travaille régulièrement. J'ai installé deux prises, donc le tout court dans le camion au plafond. Et ça permet parce que souvent j'installe mes petits outils, mes tréteaux, je me mets à l'arrière du camion et les outils que je peux pas avoir sans fil, comme ça je peux les brancher là et je garde toujours mes petites habitudes pratiques sans avoir besoin de tirer une rallonge de 20, 30 ou 40 mètres depuis chez le client. Si vous restez plusieurs jours sans rouler, pour recharger la batterie de votre générateur, il y a la solution d'utiliser des modules photovoltaïques. Vous pouvez utiliser des modules que vous avez déjà. Ici, un module rigide que j'avais en stock, mais ça peut être des modules souples. Tant que vous respectez les tensions et les puissances maximum du régulateur MPPT qui est intégré. Ici, ça va de 11 à 100 volts en courant continu. Et la puissance maximum qui est supportée par le Deltamax 2000, c'est 800 watts. Il y a aussi la solution d'utiliser les panneaux photovoltaïques proposés par EcoFlow qui sont un système pliant qui se met dans un sac et vous pouvez les connecter ensemble pour avoir la puissance maximum supportée par le Deltamax. Maintenant, on va parler un peu plus de ce qu'on peut brancher sur l'appareil pour, alors dans mon cas, un chantier, mais pour vous, ça peut être soit des appareils de loisirs, soit des appareils fonctionnels de tous les jours chez vous. Pour ma part, comme le module photovoltaïque est branché dès la mise en place du chantier, je mets en charge les batteries de mes outils électroportatifs, comme ça je suis sûr de jamais tomber en panne avec ce matériel. Un autre exemple, c'est pour les personnes qui travaillent dans les parcs et jardins. De plus en plus, il y a des outils à batterie. Donc l'avantage c'est le silence, le défaut c'est que tous les soirs il faut prendre toutes les batteries, aller dans l'atelier les mettre en charge et tous les matins il faut les reprendre, les mettre dans le camion et rééquiper. Là avec cette solution, si vous mettez un ou deux modules photovoltaïques sur le toit, dans le camion vous mettez vos chargeurs, les batteries et toute la journée vos batteries sont mises en charge et au fur et à mesure vous risquez pas de tomber en panne à 15 h de l'après-midi. Et surtout vous gagnez de ne plus avoir la corvée du soir de gérer toutes vos batteries, du matin de les remettre. Donc c'est un gain de confort pour vous, un gain de temps et donc du coup un gain d'argent pour votre entreprise. N'hésitez pas à commander une centaine de ces appareils à EcoFlow en venant de la part de Énergie d'ici. J'ai parlé au début de la vidéo du nombre de cycles que pouvait faire une batterie. Donc celui-là est donné pour 800 cycles. Ça vaut pour des cycles à 80% de décharge. Si vous utilisez en permanence un module photovoltaïque ou tous les jours, quand vous roulez, vous le chargez grâce à la prise 12 volts, soit avec la prise allume-cigare, soit avec une installation qui serait fixe dans votre véhicule, les décharges vont être peut-être que de 10, 20 ou 40%. Et du coup, ces 800 cycles à 80 deviennent par exemple 1600 à 40% de décharge. Donc la durée de vie théorique à 800 cycles en faisant 2 par semaine, si vous ne pouvez pas recharger avec un module photovoltaïque, ça vous fait quand même 7 ans et demi de durée de vie de la batterie. Bon, je pense qu'on a une petite marge de manœuvre. Comme c'est un appareil moderne, il est fourni avec une application qui permet de suivre son fonctionnement. Donc en permanence, j'ai le taux de charge de la batterie avec un petit peu plus de précision. J'ai la puissance en entrée, j'ai la puissance en sortie. Donc la puissance en entrée en module photovoltaïque, ça permet de contrôler que le module est bien placé par exemple. Bon là je l'ai juste posé bêtement sur le capot, mais il est suffisamment bien installé pour l'usage que j'en ai. La puissance de sortie, ça permet par exemple si on a un appareil en permanence qui est branché sur un chantier, de suivre qu'il est toujours fonctionnel. On peut activer ou désactiver les différentes prises à partir de l'application.
On peut également rentrer dans les paramètres. Donc l'idée c'est de pouvoir soit régler, alors par exemple, dans les choses très utiles, c'est le niveau de charge de la batterie. Si moi je le règle sur 100% parce que j'en ai un usage quotidien pour le moment, mais par exemple quand je vais rentrer de mon chantier, le Delta Max va rester au repos pendant à peu près une semaine puisque j'en aurai moins l'utilité. Je vais descendre la charge à 80% de manière à maintenir la durée de vie de la batterie. Si vous devez laisser votre Delta Max pendant plusieurs semaines ou mois sans vous en servir parce que pour vous c'est un usage secondaire, dans ce cas-là vous descendez la charge à 40%. Pour les batteries lithium-ion, d'après les études qui ont été faites, c'est ce qui correspond le mieux pour maintenir la durée de vie maximum de la batterie. Dans les autres petites choses que moi j'ai désactivées, par exemple, c'est le bip, parce qu'à chaque usage, à chaque fois que vous appuyez un bouton, ça fait bip. Bon, personnellement, j'en ai pas l'utilité. Si, par exemple, vous faites comme moi, vous prenez une rallonge, vous alimentez des appareils qui sont dans votre local technique. Alors moi, j'ai effectivement un éclairage d'appoint qui est sur batterie maintenant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant, j'avais des éclairages projecteurs LED fixes avec des prises. Bon, ben, ça permet de contrôler la mise en marche et l'arrêt à distance. Si vous n'avez pas besoin tout le temps, vous arrêtez. Ça permet de pas perdre d'électricité, de ne pas perdre d'énergie dans la batterie. L'application permet aussi de choisir la puissance max de la charge lente. Alors moi je l'ai laissé sur 400 watts par défaut, mais par exemple si vous êtes sur un site isolé où il y a une puissance qui est assez limitée, par exemple les personnes ont un onduleur qui fait que 600 watts, pas le mettre en défaut, vous mettez en charge 100 watts ou 200 watts, parce que vous avez vraiment besoin de recharger votre batterie avant de partir, et au moins vous ne surchargez pas l'installation sur laquelle vous prenez le courant. Il y a quand même un élément que moi je trouve dommage sur l'application. Alors j'étais content de découvrir qu'elle était en Wi-Fi et pas en Bluetooth, parce que quand vous avez des applications Bluetooth, en tout cas sur Android, ça vous impose de partager la position exacte en GPS. Alors pour Android, c'est vraiment lié à Google qui a demandé à tout le monde et à toutes les applications d'imposer ce positionnement de tous les appareils. Je ne sais pas si c'est pour des raisons réellement techniques, mais moi je trouve que c'est inadmissible. Là, quand j'ai vu que c'était en Wi-Fi, je me suis dit chouette, on va pas être imposé de ce truc-là. Et bien si, quand même, ça l'impose. Alors j'ai quand même désactivé la partie GPS. Là, j'ai pas activé mon point GPS. Alors je le comprends du point de vue du fabricant, de se dire je sais où sont mes appareils, j'en connais les données si c'est connecté via le nuage. Moi je ne l'ai pas connecté au nuage personnellement. Ça permet de connaître en temps réel ou plus ou moins en temps réel les régions où il y a le plus de ces appareils, les pannes les plus récurrentes. C'est joli, c'est pratique. Là tiens, je vois qu'il y a un peu plus de soleil, l'entrée de puissance est augmentée. Admettons je dois suivre la puissance sur quelques appareils, je vais pouvoir le distinguer en étant moi dans le véhicule par exemple, mais j'utiliserai pas ça. Je suis peut-être un petit peu à l'ancienne, mais j'en vois pas l'utilité. J'ai l'essentiel des informations sur l'écran en permanence quand j'en ai besoin. Et puis l'idée en fait de l'avoir installé aussi en poste fixe comme ça, c'est de l'oublier. J'ai mes prises à différents endroits dans le camion, à part le fait de le mettre en marche au début quand j'arrive sur mon chantier. Après je branche mes outils, je m'occupe de rien. Je ne suis pas à me dire oh là là, est-ce que j'ai de l'énergie? Moi, le Delta Max est chargé en permanence. Donc voilà, l'application, oui c'est moderne, oui c'est joli, mais voilà, à titre perso, je ne m'en servirai pas. Ces petites précisions étant faites, on va aller tester ça sur le terrain avec des vrais outils sur un vrai chantier. Alors, j'ai plein d'outils en électroportatif sans fil. J'ai renouvelé récemment tout mon outillage, donc c'est très pratique. Néanmoins, il y a quand même certains outils que soit ils n'existent pas en sans fil, soit je m'en sers très peu. Par exemple, la lime électrique, c'est un outil que j'ai depuis très longtemps. Il me sert très rarement. Donc, même si je le trouve en outil sans fil, je pense que j'investirai pas sur un type d'appareil parce que la lime électrique marche très bien. Et j'ai d'autres outils comme ça. Et il y a aussi des outils qui, de toute façon, vont pas exister en électroportatif, genre des postes à souder, des gros marteaux-piqueurs. On va tester tout ça en réel. Un premier outil que j'utilise régulièrement, alors plus souvent sur des toitures, c'est mon fer à souder. Alors il fait 40 ou 60 watts, je me rappelle plus exactement. Et en fait, moi, je m'en sers sur les toitures pour pouvoir rallonger les fils de sonde des chauffe-eau solaires. L'idée de s'en servir sur une toiture, alors avec un Delta Max qui pèse 22 kg, c'est peut-être pas la bonne solution.
Par contre, dans la gamme EcoFlow, il y a d'autres produits plus petits et plus gros. Et dans les plus petits, il y a le River Mini qui pèse 3 kg. Et je trouve que ça serait une bonne solution d'avoir ça pour cet usage très précis. J'imagine qu'il y a d'autres métiers. Alors moi, effectivement, je suis plus sur le bâtiment, mais je pense qu'il y a des métiers qui pourraient vraiment profiter d'avoir une solution de ce genre-là à bord de leur véhicule. Précision pratique si c'est nécessaire, hein. C'est pour la démonstration. Je connecte pas des fils bleus et des fils rouges ensemble dans la vraie vie. D'habitude, je fais ça avec des fils plus fins, mais bon, on ne sait jamais. Moi, j'ai pour principe que dans mon camion, je dois avoir tout l'outillage nécessaire pour pouvoir intervenir sur la plupart des secteurs d'activité liés de près ou de loin à l'autonomie. Voilà. Bon, admettons que j'ai une petite réparation électronique à faire sur un de mes outils. Voilà, je peux le faire en permanence. Donc c'est pas grand chose à faire. C'est un tout petit service que ça nous rend, mais n'empêche, des fois un tout petit service, ça peut vraiment avoir des conséquences très grandes. Un autre outil que j'ai pas en sans fil et que franchement je m'en sers vraiment pas assez souvent pour ça, c'est pas pour faire de la marque, hein, mais c'est un Dremel. Alors je sais pas, je pense que c'est passé dans le langage courant. Je sais pas comment ça s'appelle, à part le nom de cette marque. Alors pareil, ça me sert pas souvent sur les chantiers. Je sais que ça existe en sans fil. Moi, je garderai cette solution en filaire parce que ça me sert vraiment pas souvent. C'est parfois découpé dans une petite goulotte dans un endroit inaccessible. La goulotte est déjà en place, on la démonte pas parce que... Donc c'est un tout petit outil, ça rend des services. Alors ça peut paraître bizarre que je propose de faire ça avec une petite centrale électrique autonome. Alors oui, moi mon métier c'est de bosser dans des sites isolés, dans des endroits où il n'y a pas encore l'électricité, où il y a déjà mais ça marche pas. Donc l'idée c'est de vraiment toujours être indépendant et autonome. Moi j'y trouve aussi un intérêt à, par exemple notamment là le chargeur de batterie d'outillage électroportatif. L'idée après c'est d'avoir l'appareil en fixe dans le camion et de plus avoir à changer d'habitude. C'est-à-dire, j'arrive sur un chantier, j'ai pas à me poser la question de dire je sors mes affaires, je sors certains de mes appareils pour qu'ils aient le courant électrique. Ils sont à poste, mes batteries sont toujours en charge, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment un gain de temps, un gain de confort dans les chantiers. Il y a aussi d'autres chantiers où c'est pas vraiment autonome, hein, mais par contre, là, vous êtes chez des gens qui ont un très grand terrain, vous devez intervenir à 300 mètres de la maison, là où il y a la source de courant. Si vous avez ça, vous n'avez pas à vous poser la question de sortir un groupe électrogène essence qui va faire un bruit monstrueux, ou de trouver une solution pour avoir une rallonge de 300 mètres pour avoir du courant sur des tout petites applications. Là, le Deltamax 2000 il est peut-être un petit peu gros dans ce genre de cas, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, vous avez toute une gamme d'appareils plus petits et il y a aussi un modèle plus gros pour des plus gros usages. Le premier outil un peu puissant que j'utilise sur mes chantiers, c'est un compresseur d'air. Alors sur le quotidien, il sert par exemple à souffler les outils après un travail un petit peu poussiéreux ou se souffler soi-même avant de remonter dans le camion pour repartir à la maison. Je m'en sers également dans les dépannages sur les surpresseurs. Parce que sur les surpresseurs, alors normalement dans les vases d'expansion on met de l'azote, mais sur des gros volumes c'est compliqué. Sur les petites bonbonnes, voilà, ça coûte cher et puis ça remplit pas grand chose. Donc je le fais avec ça et je m'en sers aussi. Alors c'est presque sa fonction première, vraiment là où il est super utile, c'est quand je fais des installations de chauffe-eau solaire, chauffage solaire, ou des fois changer des chaudières chauffage central, chaudière à bois, je précise. Je mets le circuit hydraulique en pression avec de l'air, comme ça s'il y a des microfluides, des joints oubliés, des soudures qui n'ont pas bien pris ou l'abrasion n'a pas fait le tour du tuyau, bon ben c'est détecté tout de suite à l'oreille, il n'y a pas de fuite, c'est pas une galère, on a juste une fuite d'air, on vide l'air et c'est super pratique. Donc là je lui ai mis une prise dédiée qui est ici intégrée dans le dessous, je vous ai montré tout à l'heure, et donc lui il fait 1500 watts. Je l'arrête, sinon ça ne va pas être possible de faire la vidéo. Vous voyez que c'est sympa, à la fin du chantier de sa journée, de pouvoir se souffler avant de monter dans le camion. Et maintenant, on va essayer un outil. Ça ne sert à rien sur ce chantier, j'en ai pas besoin, mais j'ai quand même envie d'essayer.
C'est le marteau burineur 15 joules. Ça fait combien de watts ça? Ça fait que 1200 watts, je suis déçu. Pour ce test, je dois vraiment faire un trou dans un mur. J'ai soit la mèche de 60 mm de diamètre, soit la mèche d'1,30 m de long. Je pense qu'en termes de charge et de puissance nécessaire, la mèche de 60 mm est préférable. Le problème, c'est le poids de ce truc. La démo perçage, c'est bon, donc effectivement j'ai filmé en même temps l'application qui permet de valider la puissance, puisque je ne pouvais pas filmer l'écran là-bas. Et donc il monte bien à 1200 watts, mais je trouve que c'est pas assez drôle, on va aller casser un ou deux cailloux dehors. Je pense avoir fait le tour de la plupart des besoins des artisans et des professionnels avec le 240 volts sur leur chantier. Évidemment, il y a une quantité d'outils pas possibles, imaginables que l'on peut brancher. Pour rappel, la puissance nominale de cet appareil, c'est 2600 watts, ce qui est largement suffisant pour la plupart des appareils qu'on va utiliser sur un chantier de bâtiment. Même une petite bétonnière électrique, ça le fera très bien. Tant que vous ne dépassez pas les 2000 watts, ça vous permet d'avoir une marge de manœuvre, une marge de sécurité. On se retrouve dans le studio. Je voudrais revenir sur le prix des appareils. La gamme EcoFlow, ça va de 400 € à 3800 € affichés sur leur site. C'est vrai que c'est une somme, mais si je la compare à ce que j'aurais dû acheter et installer dans mon camion, je vais vous montrer le matériel, à quoi ça correspond. Donc pour avoir l'équivalent d'un Deltamax 2000 en termes de puissance instantanée, là c'est un onduleur chargeur de 3000 volts ampères. Donc c'est à peu près la même chose. Il faut aussi rajouter un régulateur. Donc là c'est un vieux régulateur, ce ne sont pas MPPT. Là c'est MPPT. Il faudrait aussi rajouter un boîtier AC, un boîtier DC, des prises, des adaptateurs USB pour avoir la charge des appareils. Tout ça, en gros, il y en a à peu près pour 4000 €. Il faudrait à peu près une journée et demie d'installation dans un véhicule. Et en plus, ça prendrait une place phénoménale. J'oublie d'ajouter la batterie. Dans mon cas, ça aurait été une batterie qui est déjà présente pour le treuil de toute manière, mais c'est aussi un ajout sur le budget. Et vous voyez, en termes de place, c'est quand même relativement conséquent. Par rapport au service rendu, par rapport à la facilité de mettre en place, je le déballe, je le mets en charge, 4 heures après, je le mets dans mon véhicule et il est opérationnel. Ouais, 2000 € c'est beaucoup d'argent, mais finalement par rapport à cet ensemble, déjà c'est 2 fois moins cher et surtout c'est tout prêt quoi. La gamme des appareils EcoFlow va de 300 watts à 3600 watts pour la puissance nominale, de 210 Wh à 3600 Wh pour la capacité et les tarifs c'est de 329 à 3799 €. Pour choisir le modèle le mieux adapté à votre usage, surtout pour les appareils qui ont des moteurs dont les puissances au démarrage peuvent être 3 fois supérieures à la puissance nominale, je vous propose un calcul empirique. La puissance nominale de votre appareil multipliée par 2 vous donnera la puissance nominale de votre station EcoFlow. Pour le cas de mon marteau burineur qui fait 1200 watts, je multiplie par 2, 2400 watts, donc le Deltamax 2000 est idéal avec ses 2600 watts nominaux. À nouveau merci à EcoFlow pour leur confiance. Je vous rappelle que vous trouverez dans la description un lien qui vous permettra de bénéficier d'une remise de 5% sur la gamme de leurs produits et c'est aussi un lien affilié qui me permettra de réinvestir pour d'autres vidéos. Merci à toutes celles et tous ceux qui s'abonnent à la chaîne et ou qui utilisent les liens affiliés que je mets dans la description. Merci aux YouTube Members pour leur soutien financier direct et parfois moral. Merci à Patounette pour la relecture et son aide sur quelques notions d'électricité.
J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aura plu. Si c'est le cas, merci d'y mettre un pouce en haut, ça fait toujours plaisir et c'est pas pour l'algorithme. Et si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre, pensez à la partager. Si vous avez des questions ou des réflexions bienveillantes à propos de ces centrales autonomes, je vous retrouve dans les commentaires sous la vidéo ou sur le Discord de Technique d'ici, je vous mets le lien en description. Et pour des brefs de chantier ou quelques autres aventures en images, vous pouvez me suivre sur Instagram. À bientôt!